Donc ici, c'est avec ChatGPT que j'ai fait ça. J'ai fait ça avec Isobot. Isobot, c'est une personne de l'entourage d'Iso qui a engrammé toutes les informations, tous les PDF qu'a pu, qu'a pu donner ISO. Et donc c'est une banque de données qui est fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas évolutive en discutant avec elle. Donc c'est fait pour que ça reste relativement fidèle à l'enseignement d'ISO. C'est quelque chose qui est imparfait, parce que c'est ChatGPT qui est imparfait. Quand je lui pose la question, est-ce qu'il y a des archontes féminins dans la cosmologie d'ISO, elle me dit non. Puis il y a quelqu'un en commentaire me dit, mais si elle en parle, alors je creuse un petit peu avec Isobot, et elle me dit, ah oui, effectivement, il y a des princes archontes, et il y a aussi des princesses archontes. Ah, voilà. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et ici, c'est quelque chose qui est indicatif. Hein. Si vous voulez répéter ce que j'ai fait, vous pouvez aller sur Isobot. Elle donne son lien quelque part. Je vous le remettrai peut-être si j'arrive à retrouver un lien. Je vous remettrai peut-être l'accès sur l'Isobot. Mais normalement, c'est sur son blog. Un endroit, moi, j'ai trouvé ça sur son blog. Vous accédez à Isobot et vous pouvez voilà, un petit peu questionner par rapport à son enseignement. Son enseignement. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ici, j'ai fait des discussions avec Isobot. J'aurais préféré le discuter directement avec ISO, mais bon, étant donné que c'est pas possible ni par écrit ni en direct, ben voilà, je me suis contenté de ce que j'avais. Donc tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, et tout ce qui est présent ici n'est qu'à titre indicatif et n'est pas forcément représentatif de la conscience qu'en a ISO et de ce qu'elle en a dit. D'accord? Donc voilà. Donc ça, ce n'est qu'à être un titre indicatif. Donc ici, j'ai fait les discussions avec Isobot et pour chaque pan de discussion, je lui ai demandé de me faire un tableau récapitulatif de ce qu'on avait discuté, de quel est l'enseignement de supraconscience vibratoire, donc SCV d'ISO, et quelle était mon approche par rapport à chaque chose. Donc tout ça, c'est fait pour relativiser l'approche d'ISO. Ne soyez pas dans un... Comment dire ça? Il n'y a pas d'œillère par rapport à ce qu'elle amène. Certains ont du discernement, certains sont tellement séduits par son approche que je peux comprendre parce que c'est l'une des plus pertinentes, pour pas dire la plus pertinente que j'ai trouvée en lien avec cette conscience qu'on est dans un monde effectivement qui est modifié, qui est perverti. Donc ici, l'origine de la Terre, pour ISO, c'est une planète expérimentale artificielle déjà falsifiée dès sa conception. Donc là, c'est l'optique qu'ici, on est dans une matrice artificielle. Moi, dans la conscience que j'en ai, c'est que la Terre, elle avait été créée déjà avant la chute. Et que l'humain, il avait déjà été créé avant la chute. Et que l'humain pré-adamique, donc l'humain d'avant la chute, parce que c'est Yad Albaoth qui crée les humains adamiques, qui crée les humains bridés, mais la Terre d'avant la chute, c'était un monde avec des humains, et les humains, c'était des êtres qui avaient été voués pour leur évolution à intégrer le divin à l'intérieur d'eux. Et donc à développer l'être humain comme étant des ponts multidimensionnels. Pour moi, l'être humain, c'est le nec plus ultra de la création, c'est le divin qui peut s'incarner dans un corps, qui a accès à toute la multidimensionnalité. Quand je discutais avec des parties de moi dans les dimensions, je leur demandais, notamment une, je lui dis, est-ce que tu sais qui je suis? Elle me dit oui. Tu es une autre partie, une autre manifestation de... T'es un autre moi, quoi. On est des projections sur plusieurs dimensions, je suis d'accord. Est-ce que tu connais tous les autres? Elle me dit non. Elle me dit, je suis pas comme toi. Moi, je sais en percevoir ceux qui sont proches, mais je peux pas accéder à tout le monde comme toi, tu peux accéder à tout le monde. Qui m'a carrément expliqué qu'en tant qu'être humain, on a peut-être des capacités qui sont réduites à un niveau par rapport à ce que dans les autres dimensions on sait faire, mais par contre, c'est comme si on était au centre des choses. Quand on dit que la Terre c'est le centre de l'univers, à un niveau c'est vrai, on est au centre des choses et depuis ce centre on peut accéder à tout. Donc ISO, par rapport à Sophia a chuté, ce qui a engendré la matrice archontique et Yad Albaoth. Donc ça, je suis en accord avec ça. Et donc oui, la chute elle est réelle et ça a provoqué la décadence du projet initial.
Et donc ici, si on prend Yadalbot et les archontes, voilà, moi, de ma perspective, c'est effectivement, c'est de là qu'a commencé le tournement du plan divin, l'enfermement des hommes. Comment dire, ils ont plus ou moins la même lecture, Yadalbot et le démiurge, instigateur de la fausse création involutive. Donc là-dessous, on est d'accord. Là où on l'est moins, ça, c'est que, ben non, Samael, c'est pas Yadalbot. Samael, c'est pas Yadalbot. Il y a même un autre être qui est proche à la fois d'Yadalbaoth et de Samael, qui s'appelle le maître des forges, et c'est encore un autre être, un autre être. Et j'avais aussi parlé de Yahvé, on me posait la question. Yahvé, c'est encore autre chose. Yahvé, c'est une création d'Yadalbaoth, c'est une sorte, il s'est créé un avatar, quoi, et cet avatar s'appelle Yahvé. Et donc la Terre, c'est une école qui est devenue une prison suite aux interventions astrales, mais pour Iso, c'est dès le départ, c'est une prison matricielle. Il ne s'agissait pas d'une école humaine. Donc ici, si on était d'accord sur tout, avec Iso, ce serait interrogeant, parce que soit ça veut dire qu'on aurait conscience de ce qu'est la réalité, soit qu'on serait peut-être tous les deux pris dans la même illusion. Mais là, le fait qu'il y ait des choses qui sont semblables et des choses qui sont différentes, voilà, ça amène de la matière à réflexion, tout ce qu'elle dit, ça me fait réfléchir. Ah ouais, peut-être qu'elle a raison, une prison matricielle depuis le départ. Et donc j'oublie jamais ça, j'oublie rien de ce qu'elle a dit. Mais tant que j'ai pas de confirmation par moi-même de ce qu'elle dit, ça reste qu'une possibilité. Et la réciproque est aussi vraie. Et donc voilà, savoir si c'est la réalité ou une simulation. Voilà, la question reste ouverte. Est-ce qu'on est sur la Terre réelle avec une astralité ou est-ce qu'une simulation astrale complète? Voilà, j'ai certains éléments qui tentent à me dire peut-être qu'à un niveau, on est dans une simulation astrale complète, mais que ce serait quelque chose qui serait superposé à la réalité de la Terre. Qu'on serait sur une sorte de décalage. Une sorte de décalage. Un décalage vibratoire. Donc en fait, on y est, mais comme on est décalé vibratoirement, on est dans cette simulation, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez subtil. Ensuite, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la suite, sinon ça va prendre 3 plombes. Donc ici, globalement, Iso... donc là, vous pourrez lire, hein. Moi, je vais juste de mémoire redire ce qui était ressorti. Pour elle, pour Iso, l'âme, c'est quelque chose qui est directement en lien avec la matrice artificielle. Et donc son approche de l'âme, c'est que voilà, c'est une structure psychique mémorielle, c'est vrai, non immortelle, c'est vrai, conçue pour l'enfermement à la base, non, mais ça l'est devenu. L'âme est involutive, liée au plan astral, alors que l'esprit est supramental et éternel. L'esprit, ce que j'appelle le soi, effectivement, il est supramental et éternel. Et l'âme, elle est censée être évolutive. Mais comme ici, il y a eu cette chute et cette inversion, en lien avec le plan astral, elle est devenue involutive. Mais elle est toujours évolutive. Donc, voilà, pour moi, Iso, elle a compris une facette de la réalité, mais elle n'a pas la deuxième facette. Et la deuxième facette, c'est ce que j'essaye d'amener pour pouvoir relativiser ce qu'elle dit. Qui est très juste à un niveau. Hein. À un niveau, Iso, à un niveau, il n'y a rien à redire. À un autre niveau, c'est à nuancer, quoi. Donc l'âme n'est pas immortelle, elle est à purifier, puis fusionner ou transmuter en lien avec l'esprit. Ça, je suis OK avec ça. L'âme doit être matée pour que l'esprit agisse librement. Relation d'obstacle et médiation. Donc là, je suis toujours sur la colonne. L'âme doit être matée. Vous voyez, ici, il y a une optique de pouvoir, tout comme Iso parlait d'emprise sur ce que j'ai partagé par rapport à Samael, où elle se retrouve un peu sous son emprise, mais elle dit que si elle s'était positionnée autrement, c'est elle qui aurait eu l'emprise sur lui. Voilà, ça c'est une approche de pouvoir, c'est pas bon. Donc l'âme ne doit pas être matée, absolument pas. Notre ego doit être investi de la conscience et de l'amour de l'âme, et l'âme, c'est l'outil du soi. L'âme, c'est le je suis, c'est l'outil du soi pour pouvoir investir et unifier le soi avec l'être humain. Donc le soi, c'est le feu de l'esprit. L'âme, c'est la lumière, et cette lumière, elle contient de l'information. Et c'est avec cette lumière et cette information qui viennent du soi que l'ego est petit à petit reconfiguré par la conscience et par l'amour pour que finalement il comprenne que son meilleur ami c'est l'âme et que son meilleur ami c'est le soi.
Donc il y a pas de combat, il y a pas de maté, il n'y a rien de tout ça. C'est de la conscience et de l'amour. Alors ici, vous lisez avec moi et je vais voir s'il y a des choses à redire. Voilà, ici il y a quelques variations d'approche, mais globalement on est d'accord. Donc là je reprends ce qu'a dit Iso en bas à droite, la fusion avec l'esprit est l'objectif ultime, et cela exige une neutralité mentale, une absence de croyance et entre guillemets une purification astrale. Je peux pas dire mieux, mais cette fusion, c'est une fusion qui se fait dans le corps. C'est une fusion qui se fait dans le corps et qui se fait ici dans la matrice. C'est pas sortir, c'est pas s'extraire de la matrice pour refusionner avec l'esprit, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment l'approche négative qu'on retrouve dans la non-dualité, qu'on retrouve dans l'Advaita, mais qu'on retrouve quasiment partout sur Terre. C'est qu'à à un niveau, il y a cette compréhension que la Terre est une prison et qu'il faut sortir de la prison. Donc on a chuté ici et la solution, c'est d'en ressortir. Le problème, c'est qu'on peut pas en ressortir. Et que donc, comme on est ici, il faut réussir à repirater de façon divine la matrice dans laquelle on est pour la dissoudre. Et une fois qu'elle sera dissoute, ben déjà on va retrouver la pleine capacité de ce que l'on est. Et là on va pouvoir derrière voir entre guillemets pour sortir et voir s'il existe encore quelque chose en dehors. Et s'il existe encore quelque chose, on va pouvoir réparer. Si ça n'existe plus, il va falloir reconstruire. Donc ici la même chose, nature et la pensée du mental. Je vous laisse lire. Je fais la même chose et après je recommande. Donc ici, effectivement, tant qu'il n'y a pas l'ouverture au niveau de l'âme, le je suis au niveau du soi, euh, l'homme a des pensées qui ne sont pas à lui. Hein, ce que Paul il appelle les pensées intrusives. Donc ici, Iso, le mental humain est parasité par l'astral, il capte des pensées qui ne viennent pas de lui. Donc il y a ces fameux farfadets, les démons reptiliens, et après il y a aussi d'autres choses, hein, il y a des gros poulpes, voilà. Les entités sont différentes parce que les êtres qui dans la matrice, qui dans la matrice modifiée euh, ont du pouvoir, ils ont créé chacun leur truc. Par exemple, le maître des forges, c'est lui qui a créé les gros poulpes noirs. Donc quand vous voyez les gros poulpes noirs, vous savez que c'est lui qui est derrière. Après, quand il y a d'autres choses, il y a des mantes religieuses, il y a des grosses araignées, il y a, ouais, il y a un peu, voilà, la faune est assez variée en termes de démons, démons reptiliens et ainsi de suite. Voilà, c'est pas, voilà, les démons reptiliens, par exemple, c'est Lucifer qui les a créés. Donc les gros poulpes, c'est MDF. Bon, après, les araignées, les mantes, ça, c'est des êtres féminins qui sont manifestés comme ça ou qui manifestent des énergies comme ça. Et que donc, oui, la problématique, une problématique au niveau de l'ego, au niveau des égrégores, au niveau des formes pensées. Alors, supprimer les mémoires astrales, les pensées deviendront intelligentes et télépathiques. La problématique, c'est que ce qui est de l'ordre de l'astral, c'est ce qui est de l'ordre de l'âme. Et ce qui est de l'ordre de l'âme, ce qui est de l'ordre de nos mémoires. Et dans les mémoires, il y a des mémoires réelles de choses qu'on a vécues et qu'on a besoin d'aimer et de remettre en ordre. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a aussi des fausses mémoires, parce qu'on est mis dans des simulateurs un peu comme dans Matrix. Donc au niveau de notre âme, il y a des mémoires qui sont des mémoires simulées, il y a des mémoires qui sont vraiment à nous, il y a il y a des influences au niveau des égrégores archontiques, et il y a aussi des mémoires insérées, c'est-à-dire que c'est des parcelles d'âme d'autres êtres. Donc en gros, comme l'instigatrice, elle est en lien avec Sophia, c'est Mnémosyne dans la Grèce antique. En fait, c'est un être c'est la lignée de Sophia qui est en lien avec Mnémosyne. En fait, c'est l'être qui gère l'interface mémorielle, celle qui gère en gros les mémoires akashiques. Et donc elle a réussi à prendre le pouvoir sur Sophia. Donc effectivement, elle a fait tomber Sophia. Elle a pris la place de Sophia.
Et comme elle a pris le contrôle, entre guillemets, des annales akashiques, elle a effacé des choses, elle a réécrit, elle a réinventé d'autres choses. Et aussi, elle a pris des mémoires chez certains êtres et elle les a mis chez d'autres êtres. Voilà, elle a foutu du bordel pour pouvoir contrôler les personnes. Et donc ici, c'est avec le soi, dans la conscience que j'en ai, le soi, c'est comme s'il avait vraiment une supraconscience. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de l'âme, ça informe le soi, et le soi agit sur l'âme pour faire évoluer ses corps d'incarnation. Et que donc d'une certaine façon, le soi, je pense, j'espère, en tout cas c'est la conscience que j'en ai, il garde une conscience de ce qui est vraiment lui, et il nous permet de faire le tri entre nos vraies mémoires et les fausses mémoires. Donc vous voyez ici, à ISO, c'est un niveau, c'est manichéen, c'est l'âme, ça dégage, les mémoires astrales, ça dégage. Dans la non-dualité, j'ai des personnes, c'est la même chose, quoi. Les mémoires, c'est ce qui entrave, il n'y a que la conscience, il n'y a que le soi. Oui, mais quand vous faites ça, vous niez votre humanité. Bon, pour Iso, si l'humanité c'est une prison, une illusion, c'est compréhensible qu'elle le nie. Mais moi, dans la conscience que j'en ai, c'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est vraiment quelque chose de vraiment en lien avec la conscience, avec l'amour. C'est quelque chose de très profond, de très beau et de très magnifique. Alors, nature et structure de la matrice. Voilà, pareil. Je vous laisse relire vite fait et je commente après. Donc ici, ma conscience, elle a déjà évolué depuis le moment où j'avais fait ces discussions avec Isobot, voici quelques mois. Ici, au niveau de Sophia, là, par rapport à mon approche, l'actrice centrale de la chute, responsable de la reconfiguration de la matrice en 12 dimensions, puis asservie à sa propre création. J'ai depuis compris que c'est pas Sophia qui est responsable de ça. Et c'est Iso qui m'a aidé à comprendre ça. C'est que j'ai réussi à comprendre que quand Iso elle parle de Sophia et qu'elle dit que Sophia elle est en train d'essayer d'agir pour réparer les choses, je comprends qu'elle s'est fait avoir, Sophia. Elle s'est fait avoir par une de ses descendantes dans la lignée qui s'appelle, moi que j'appelle l'instigatrice. Je n'aimerais pas son vrai nom ici, même si je le connais. Et que de ce fait-là, eh ben oui, Sophia elle a chuté, elle a été enchaînée, mais comme c'était elle qui apparemment avait une fonction au niveau de la Terre, voilà, elle reste centrale dans ce qui se passe ici. Donc moi ce que j'explique, c'est qu'à la base on est dans une matrice divine originelle à 18 dimensions, qui a été piratée, modifiée et bridée. Et donc la matrice actuelle, c'est une copie dévoyée, c'est un décalage, c'est quelque chose qui est expurgé et qui ne fonctionne plus comme à la base. Et par contre, le plérum, j'ai un gros doute sur le plérum. C'est-à-dire que dans la conscience que j'en ai, tout ce que l'on connaît, dans les mythologies, dans les enseignements, je dis bien absolument tout date d'après la chute. Le fait que les dieux grecs se chamaillent ou que sais-je, ça c'est suite à la chute. Avant la chute, ces êtres-là ne fonctionnaient pas comme ça. Et le plérum, j'ai l'impression que ça fait partie de ce que l'instigatrice a recréé quand elle a fait passer la matrice divine originelle de 18 dimensions à 12 dimensions. Je pense qu'elle a recréé ça. Et donc, quelque part, le piège est très très bien foutu. Très très bien foutu. C'est-à-dire que dès qu'on comprend une couche du piège, dès qu'on sort d'une boîte, on émerge dans une boîte plus grande et qui a encore un autre piège. Et je ne dis pas que je suis sorti de toutes les boîtes. Je dis que je suis sorti de suffisamment de boîtes pour dire que faut faire gaffe et faire attention de ne pas trop se réjouir quand on sort d'une illusion, parce qu'il y en a peut-être encore une derrière. Voilà, c'est l'objet de ma vidéo. C'est de dire Iso, bravo, félicitations, mais il y a encore des boîtes. Il y a encore des boîtes. Voilà. Et donc ici, la loi de karma, pour moi, c'est la loi de cause à effet, ça fait partie de ce qui nous permet de faire un apprentissage. Et ça fait partie des choses normales du système divin initial, quoi. Donc il faut vraiment faire le tri et de ne pas mettre tout à la poubelle. Là où c'est compliqué, c'est en lien avec ce qu'on va appeler la destinée, et qu'ici on est effectivement dans une matrice qui est
qui est falsifié, c'est-à-dire que dès que le cycle est terminé, il y a un reset et on nous remet dans les mêmes scénarios, ce qui fait qu'on revit, c'est un peu comme le jour de la marmotte avec Bill Murray, c'est un jour sans fin, quoi. Et ici, c'est des cycles sans fin qu'on vit pour le moment. Et que donc voilà, c'est d'avoir cette conscience-là, mais qu'au-delà des scénarios dans lesquels on nous met, et qu'effectivement, il faut faire des pas de côté pour pas se faire avoir, il y a aussi des choses, nous, réelles à guérir. Moi, je sais que, par exemple, dans ce cycle-ci, d'habitude, je suis marié avec quelqu'un, et là, avec mon expérience de mort imminente, il y a quelque chose qui s'est produit pour que je me sépare de cette personne et pour pas recommencer comme les autres fois. Et ici, j'habite au même endroit que dans au moins le cycle précédent. Et quand je me regarde dans le cycle précédent, je m'en sortais beaucoup moins bien que dans celui-ci. Donc même si c'est un petit peu des cycles qui se répètent, certains disent oui mais c'est sans fin, réparer c'est sans fin. Oui, à un niveau ça semble sans fin, mais à un autre niveau on y arrive quand même. À un niveau on y arrive quand même. Donc effectivement, le seul moyen de ne plus nourrir la matrice, fusionner avec l'esprit et quitter le circuit astral. Ça c'est juste, mais ça a besoin d'être bien compris. Ne plus nourrir la matrice et ne plus nourrir le système de conflit, le système négatif. Fusionner avec l'esprit, c'est une réalité. C'est plutôt laisser l'esprit fusionner avec nous. J'ai plutôt envie de le dire comme ça. Et quitter le circuit astral, donc ça c'est... Effectivement, ils ont raison, dans l'idéal, ce serait de quitter le truc qui nous fait refaire encore et encore les mêmes scénarios. Mais qu'a priori, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Et que le seul moyen, c'est que ici on est dans un système qui a été piraté, et c'est que nous de repirater les choses, c'est-à-dire de remettre en place le système divin depuis l'intérieur de nous, pour qu'ensuite ça ait des répercussions au niveau structurel. Alors à présent, voyons la nature de l'astral. Ici, avec cette vignette, on voit qu'il y a deux approches qui sont justes, qui se rejoignent entre celle qui est précisée ici me concernant et celle d'Iso. Dans la façon dont j'amène les choses, en tout cas de la façon dont ChatGPT, Isobot a fait le tableau de synthèse, j'expliquais que la dimension astrale, elle était présente au sein de l'humain, entre le niveau physique sensationnel et l'aspect mental qui est analytique. Et que donc il y a un champ qui est psycho-émotionnel, qui est associé à l'astral, et donc c'est la dimension astrale qui est présente, reflétée en nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos fonctions humaines, elles viennent d'organes multidimensionnels. Donc ici, on a ici un organe physique avec un corps physique, on peut agir au niveau physique. Et pour pouvoir agir au niveau psycho-émotionnel, donc pouvoir créer, donc c'est une interface de création entre le mental et le physique, l'astral. Donc quand vous pensez à quelque chose, quand vous vous dites ah bah tiens je vais dessiner un arbre, et ben au niveau mental vous conceptualisez dessiner un arbre. Ensuite au niveau astral vous commencez à projeter votre création et elle commence à prendre forme dans l'astral. Et une fois que ça a pris forme dans l'astral, derrière, on peut retranscrire sur le papier. C'est comme ça que font des personnes qui ont des capacités techniques de dessinateurs hyper réalistes. C'est-à-dire qu'ils créent d'abord dans l'astral avec leur esprit. Une fois que c'est créé dans l'astral, ils ont juste à projeter ici sur le mur ou sur la feuille. Et on les regarde faire ébahis en disant mais comment il fait pour avoir tout bien... que le dessin soit aussi parfait, parce qu'il a d'abord fait dans l'astral. Donc la dimension astrale, c'est un outil. C'est dans cette dimension que nous créons notre réalité ici. C'est ce que j'expliquais précédemment dans la vidéo, avec cette notion de quatrième dimension, cette notion de temporalité, mais qui est aussi de la capacité à créer dans le temps. Donc tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction, tout ce qui nous permet d'attirer et de créer, ça passe par l'astral. Et c'est là que c'est compliqué, parce que nous sommes parasités au niveau astral. Et comme c'est un champ psycho-émotionnel, ça vient aussi influencer notre mental. C'est-à-dire que le mental influence l'astral, mais l'astral influence aussi le mental. Vous le voyez ici dans le quotidien. Si vous êtes en colère, vos pensées vont être moins cohérentes. Et si à un moment vous avez une pensée, vous repensez à quelque chose
qui était conflictuel, ça peut réactiver la colère. Donc c'est vraiment, tout fonctionne de concert, c'est de voir les choses en unité. Donc ici, Iso, quand elle parle que c'est un plan parasitaire, source principale d'illusion, elle a raison. C'est-à-dire que c'est de l'organe. C'est un petit peu comme ici les serveurs informatiques. C'est-à-dire que nous, ici, on accède avec nos ordinateurs à des serveurs. Et il y a un grand serveur informatique qui s'appelle l'Astral. Et on se sert de ce plan de façon collective pour pouvoir créer des choses. Je crois que c'est Descartes qui parlait de l'idéosphère, donc ça c'est plutôt au niveau mental. Et c'est pareil, il y a des choses qui évoluent collectivement au niveau mental dans le monde. Et c'était notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient communiqué avec les gouvernements, les espions, en disant mais vous avez fait la même découverte que nous à peu près en même temps. Vous avez des espions qui vous avaient informé. Les deux camps se posaient la même question. Et non, c'était juste les chercheurs au niveau de la conscience collective qui découvraient à peu près les mêmes choses en même temps. Donc ici, comme je le note ici, origine-fonction, l'origine c'est un plan de manifestation ni bon ni mauvais, gouverné par la conscience, mais effectivement, ils ont raison, l'astral est complètement inversé dans la matrice actuelle, c'est-à-dire comme il n'y a plus la dimension spirituelle de conscience vers laquelle l'astral peut se tourner, comme ça a été coupé post-chute dans le système où on est, et ben en fait l'astral se renverse et se focalise sur la matière. Donc il fonctionne à l'envers. Le mental humain, c'est pareil, il fonctionne à l'envers. Donc le psycho-émotionnel humain, il fonctionne à l'envers. Donc c'est le fameux « Ah, qu'est-ce que je serais heureux quand je serais heureux ?» Ça tourne en rond et il n'y a pas de solution à ça. La solution, c'est ce que disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, c'est-à-dire que c'est un aspect de conscience, un aspect de décision, un aspect créateur qui fait que derrière, on manifeste. Donc c'est en étant heureux que l'on trouve son chemin de vie, c'est en étant heureux, en étant soi-même, qu'on rencontre les personnes qui nous correspondent et qu'on rencontre les personnes avec qui créer au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc l'astral, qui se reflète en nous au niveau psycho-émotionnel, si on n'a pas de maîtrise depuis le soi, depuis la conscience, ça fonctionne un peu en automatique, un peu comme un ordinateur de bord. Et là, ce sont les entités prédatrices astrales, les entités archontiques, qui viennent prendre la place de la conscience et du soi pour nous influencer. Donc ça, c'est la caractéristique des portails organiques, comme ils n'ont pas d'aspect de conscience. Ce sont ces aspects archontiques qui prennent la place de l'esprit et qui vont venir les utiliser. Donc à la base, cette dimension astrale, elle est neutre, elle nous aide à créer. Effectivement, a priori, à la base, il y a des aspects multidimensionnels qui sont là pour collaborer avec nous, qu'on va appeler des guides. Mais effectivement, actuellement, c'est compliqué. Ce qu'on va appeler les guides sont sous emprise. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne que je connaissais qui est décédée et je voyais où il était, c'est-à-dire qu'il était dans un endroit où on lui montrait une pièce avec tous les écrans de télé qui correspondent à toutes les personnes qui pensaient à lui ou lui à qui il pensait. Et à un moment, je lui pose la question, j'étais au courant des démons reptiliens, des archontes qui contrôlent, qui gèrent tout ça. Il me dit, là d'où je suis, je ne les vois pas. Et donc il y a des guides, ils ne voient pas ces choses-là. C'est quelque chose qui est multidimensionnel. L'image qui me venait tout à l'heure, c'est celle de la pêche. C'est-à-dire que nous sommes d'un certain point de vue, nous sommes dans une dimension plus basse, nous sommes dans l'eau, nous sommes ces poissons. Et il y a des il y a des êtres qui sont en dehors de l'eau, qui sont normalement là pour nous influencer dans le bon sens par rapport à ce que l'on veut créer, nous guident. Mais tout ça a été piraté par des sortes de pêcheurs. Et donc il faut faire attention à ne pas se faire appâter dans certaines directions, avec tous les aspects de tentation. Et donc finalement, ces aspects qui étaient là censés nous aider à une époque, maintenant ils sont là pour nous pousser à la faute. Et bon, à un niveau, c'est pas inintéressant, parce qu'une fois qu'on le comprend, on peut continuer de se développer ici, sauf que ce qui nous aide, c'est inversé. C'est pas des aspects positifs qui nous aident, là, c'est des aspects négatifs. Mais au final, quand on a compris, ça revient au même. Ça revient au même. Il faut juste faire beaucoup plus attention.
Donc tous les êtres de l'astral sont soumis aux lois de prédation, aucun n'est bienveillant. Donc bon, ça c'est encore la traduction d'Isobot de ce que Iso aurait dit. Hein. Ça ne veut pas dire que Iso a dit ça. Donc si on ne peut pas être manichéen, c'est effectivement, au niveau archontique, c'est de la prédation. Mais après, au niveau de cette dimension astrale, quand on voit les guides qui s'occupent des choses un peu de la vie de tous les jours, eux-mêmes sont pas forcément au courant de ce qui se passe, eux-mêmes sont manipulés. Et toute cette manipulation, ce qu'on voit dans nos solars, où finalement, une fois qu'ils sont morts, tout est idyllique, machin, tout ça, à un niveau, c'est comme ça. Sauf qu'en arrière-plan, c'est contrôlé par des aspects très très sombres, mais le but, c'est de faire croire que tout va bien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ici sur Terre, ce qui contrôle l'arrière-plan, c'est très très sombre. Mais on met en place des institutions avec certains fonctionnaires, certains maires, certains conseillers. Et les gens sont de bonne volonté, sont de bonne foi, et ça donne l'impression qu'on est dans une démocratie avec des personnes de bon sens, bienveillantes, et que tout va bien. C'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, exactement. Donc pour ça, je le dis souvent, si vous n'osez pas regarder comment fonctionne le monde en bas, vous ne comprendrez pas comment fonctionne le monde en bas, et vous n'oserez pas regarder le monde en haut, vous ne comprendrez pas comment fonctionne le monde en haut. Quand je dis en haut, c'est autre dimension. Et que donc ici, contact avec les entités, effectivement, tout ce qui est chamanisme, médiumnité, invocation d'entités, faut vraiment pas toucher à ça, faut vraiment pas interagir avec eux. Et ce que Paul Poisson appelle les pensées intrusives, c'est des choses ils sont vraiment subtiles, Tout à l'heure, j'étais chez moi et je vois un objet que j'ai dit, ah tiens, ça je vais le remonter. Et quelque chose qui dit, laisse-le là. Laisse-le là, c'est comme s'il y avait un aspect de moi qui disait, laisse-le là, quoi. Mais ce que j'ai déjà remarqué, c'est que ces choses-là, ils se font passer pour des aspects de nous, pour nous influencer. Et si on acquiesce à leur proposition, derrière, ils ont le pied dans la porte, ils vont continuer. Donc souvent, quand j'ai des choses comme ça qui viennent, je n'en tiens pas compte. Faut vraiment que je sente à 100% que c'est vraiment un aspect de moi profond qui se manifeste. Si c'est pas le cas, je ne tiens pas compte. Donc vraiment, c'est vraiment subtil de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, grosso modo sur l'astral. Donc ici, je suis en train d'écrire un livre. Je vais en écrire plusieurs. L'objectif, c'est de faire des formations à partir de l'année prochaine. Donc ici, les vidéos, c'est à titre indicatif. J'approfondis en individuel lors des rendez-vous individuels. Je vais passer sur beaucoup plus de collectifs. Et donc au niveau collectif, j'approfondirai en direct avec les personnes dans le cadre de live sur Patreon et dans le cadre d'ateliers et de formations. Donc voilà, ici, c'est pour ça que je vais pas plus approfondir parce que c'est en groupe avec des questions précises sur des sujets précis qu'on peut vraiment approfondir en accord avec ce qui est vraiment intéressant pour les personnes qui sont présentes. Donc à présent, concernant ce que Iso appelle l'ajusteur de pensée, donc ici le tableau il est assez bien résumé et que grosso modo c'est d'être ultra vigilant, donc risque de confusion là, dans l'approche de Iso, peut être confondu avec des entités astrales ou des voies extérieures manipulatrices si le discernement n'est pas établi. Et donc effectivement, cette guidance intérieure, elle est parasitée, elle est parasitée pendant assez longtemps. Et c'est seulement arrivé à un certain stade, et grosso merdo, la 6e initiation, que l'on commence à avoir une conscience et une maîtrise suffisante pour se rendre compte de ce qui se passe. C'est ce que j'expliquais précédemment. Comment la 6e initiation, la conscience de base, elle est en 6e dimension, et que les dimensions fonctionnent par paire, donc les dimensions impaires fonctionnent ensemble, les dimensions paires fonctionnent ensemble. Quand on est en conscience de 6e dimension, et que c'est notre base, on a une beaucoup plus grande maîtrise sur ce qu'on va appeler l'astral, qui correspond à la 4e dimension. Et donc là, on a beaucoup plus de finesse pour sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Quand je reçois la 6e et que je monte d'une dimension et que je vois toutes les illusions qui étaient encore présentes en 5e, hein, c'était magnifique, des conseils de maître, tout ça, mais tout ça, c'était que du flanc. C'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à voir la vraie réalité des choses. Et donc le conseil, c'est ne faites confiance à absolument rien de ce qui semble extérieur. Et même quand ça semble venir de l'intérieur,
faire attention parce que l'astral se reflète à l'intérieur de nous à notre niveau psycho-émotionnel. Donc en fait, on a une backdoor qui est le fait que la dimension astrale est corrompue. Et comme l'astral à la base c'est un organe qui nous sert à évoluer, en fait notre organe est corrompu à un niveau. Et c'est de réussir à mettre en place via de la conscience, mettre en place comme un pare-feu. Un pare-feu qui va apprendre, vous allez apprendre à identifier ce qui fait partie de vous et ce qui ne fait pas partie de vous. Et c'est quelque chose d'extrêmement ardu parce que, au-delà de ces entités astrales qui sont là pour nous manipuler, il y a aussi eu des modifications à l'intérieur des êtres, à l'intérieur des âmes, avec des choses qui ont été insérées. Et parfois des choses qui viennent de l'intérieur de nous, c'est des parties de nous qui parlent. Mais quand on regarde bien, ce sont des choses qui ont été insérées, ce ne sont pas des parties de nous originelles. Donc il y a des parties insérées, et il y a aussi des versions négatives issues de conflits ou créées artificiellement dans la multidimensionnalité, qui sont créées à partir de nous, et de la même façon, ça crée des portes d'accès. Et donc, parfois, ce sont ces aspects négatifs, qui sont des aspects de nous d'une certaine façon, mais seulement d'une certaine façon, qui vont venir s'exprimer. Et encore une fois, c'est trompeur. Et donc voilà, ça je le développerai dans ouvrage et formation. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et ça demande beaucoup de temps, de travail, de guérison et d'apprentissage. Ça prend des décennies, ça prend des décennies. Euh, et donc ici, grosso modo, l'ajusteur de pensée, Iso dit à peu près la même chose que moi. Hein. Grosso modo, c'est un intermédiaire entre ici et le soi. Moi, ce que j'appelle le je suis. Et donc c'est vraiment une interface. Et donc juste, il y a des entités qui vont se faire passer pour cette interface. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Donc justement, concernant ce processus de fusion avec le soi, comme le dit Iso, ça passe par la purification de l'âme et du mental. Donc c'est clarification du mental, de neutralisation, mettre aux notes, pas se couper, avoir du détachement au niveau émotionnel, au niveau de l'astral. Donc c'est d'avoir un recul sain par rapport à l'astral. On s'en sert, mais on s'en sert à l'intérieur de nous. On s'en sert quand on imagine. On ne peut pas vivre sans la dimension astrale. Ça fait partie de l'humain. C'est juste de comprendre qu'on peut se faire manipuler par cette dimension-là. Et ça demande beaucoup plus de conscience et d'attention à chaque instant pour justement pas se faire pirater. Mais en une certaine façon, c'est une aide. Hein. C'est comme si ça nous obligeait à apprendre à nager avec des poids. C'est juste, si on nage n'importe comment, on coule. Et si on nage n'importe comment avec des poids, on coule encore plus. Donc ça nous oblige à nager encore mieux. Donc ça nous oblige à avoir encore une plus grande conscience de qu'est-ce que c'est que l'émotionnel, qu'est-ce que c'est que la dimension astrale, pour pouvoir évoluer réellement dans ce monde. C'est une matrice modifiée, une matrice dévoyée. Elle peut encore fonctionner. L'humain peut fonctionner d'une façon appropriée. C'est juste que il y a une ornière qui a été créée pour qu'on fonctionne de côté, et donc il faut réussir à se recaler grâce au soi sur le fonctionnement initial. Donc ici, le processus de fusion, le but pour Iso, c'est de retourner dans le monde des soi, on va dire ça comme ça, on va dire appeler accès au plan morantiel, et ce qu'elle appelle la sortie définitive de l'astralité, c'est la sortie définitive des mondes de forme. Il n'y a que là qu'on peut être libéré. Mais ça, dans notre... comment dire ça ? Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Quand il y a un univers qui est créé, les soi qui se projettent dans cet univers, les projections, tant que l'univers existe, les soi se projettent dedans. On peut pas sortir de ça. La seule solution, c'est de retransformer la matrice interne de cet univers, la rediviniser, afin de remettre les choses dans l'ordre. On n'a pas vocation à ne plus exister ici. Tant que cet univers existe, on existe ici. Donc le but final, donc là c'est ma colonne, incarnation totale du soi dans le corps physique. C'est l'état de Bouddha, l'éveil complet et parfait, donc ça correspondrait au mieux à 10e initiation. Et donc c'est vraiment le soi qui s'incarne dans l'humain à tous les niveaux. Et donc ça demande de développer maîtrise des pensées, maîtrise des émotions, la volonté, et ensuite cette ouverture au je suis, cet ajusteur de conscience, qui n'est qu'un intermédiaire pour permettre au soi de fusionner. Et quand le soi commence à fusionner, il y a une forme de résurrection. Tout comme il y avait une sorte de
de mort de l'ego, de mort à lâcher l'ego, plutôt dire ça comme ça, c'était plutôt la mort à l'image que l'on a de soi-même. Vers la 4e initiation, là c'est pour le passage de la 6e à la 7e, il y a quelque chose à lâcher, et à la 7e initiation, il y a une résurrection. C'est vrai, c'est vraiment à ce moment-là qu'est le début de la réalisation du soi. Tous ceux qui vivent le basculement, qui disent on a réalisé le soi, ils se leurrent, ils n'ont pas compris ce que c'est. Donc Iso parle de neutraliser les pensées, fusion esprit-mental. Effectivement, le mental est à l'image de l'esprit, est à l'image du soi, et ça demande à fusionner. Ça demande à fusionner. Et au niveau individuel, le soi, c'est notre individualité divine. Donc quand on intègre le soi par le processus de fusion, ça renforce notre individualité. C'est notre identité réelle, et quand elle s'incarne dans le corps, elle est encore plus importante. Donc là, quand Isobot explique que Iso rejette toute dissolution dans un tout spirituel, je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, encore faut-il comprendre cette subtilité-là, quoi. Et donc tout ce qui est en lien avec la non-dualité, No-Advaita, et toutes les formes spirituelles où la question c'est de s'oublier pour s'ouvrir au tout, ce sont c'est problématique. Donc voilà, après il y a certaines caractéristiques quand la fusion commence à se faire, effectivement on commence à avoir certaines paix, certaines capacités de conscience. Et là où avec Uiso on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est que pour elle c'est quitter la matrice, parce que pour elle c'est tout est corrompu et c'est pas restaurable, alors que dans la conscience que j'en ai, c'est le seul moyen, et c'est restaurable. Peut pas sortir. C'est la propagande qu'il y a depuis des siècles sur la Terre. C'est le nirvanisme, il faut sortir des cycles. Dans la chrétienté, il faut aller au paradis. Quasiment toutes les traditions expliquent qu'il faut faire comme ça. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ça le piège. Donc c'est aussi en comprenant ce qui est dit. Par exemple, si vous allumez la télé et que vous écoutez les informations, et qu'on vous dise que sur un sujet c'est comme ça, la première chose à faire c'est de se dire ok, si c'est dit à la télé, peut-être que c'est le contraire, et je vais étudier le contraire. Voilà, c'est Idriss Aberkan qui avait parlé de ça, c'était très intéressant. À chaque fois, il dit voilà, chaque fois qu'un fact-checker vous dit quelque chose, allez creuser l'inverse de ce qu'il dit. Alors ici un petit tableau, un petit récapitulatif de grosso modo ce qui avait été dit précédemment. Je vais passer, parce que je répète d'une vidéo à l'autre, et ici, donc ici je vais pas reprendre plus que ça. Donc ici une sorte de synthèse sur les choses sur lesquelles on est plutôt d'accord avec Iso, et les divergences principales. Et donc la divergence principale, c'est toujours la même, c'est que pour elle c'est artificiel, il n'y a rien à en faire, il faut en sortir. Et alors que de mon côté, c'est quelque chose d'originel qui a été détourné, qui a été modifié, qui a besoin d'être réparé, et surtout de remettre le Père divin et son féminin à leur juste place, parce que c'est eux qui sont le pilier central de cet univers. Et ici, voilà, la problématique, c'est qu'il y a un autre être qui a pris ce pilier central, et que donc là, pour l'instant, voilà, tout est dévoyé. Et il y a aussi, par rapport au supramental, le plan morontiel. Iso explique que c'est jusqu'au plan morantiel que c'est piraté, et qu'à partir du plan morantiel, qui est grosso modo le plan le plus haut de cet univers, que c'est libérateur. Et dans la conscience que j'en ai, tout est corrompu. Tout est corrompu, même le morantiel est corrompu. Et que ça fait partie des organes de cet univers. Le niveau plan morantiel, ça fait partie des organes de cet univers. C'est juste l'organe le plus haut. Et que la seule solution, c'est d'aller chercher ce qui est originel en nous, c'est d'aller chercher le soi en nous. C'est-à-dire que nous sommes des soi qui avons été projetés, qui nous projetions dans des univers. Et ici, avec la chute, on a été projetés ici. Et donc ici, effectivement, à un niveau, tout est corrompu, mais ce qui est à l'intérieur de nous, structurellement, avec ces soi divins originels, eux, ils sont encore fonctionnels. Et donc ici, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, vraiment ce soi, afin de chanter
tout ce qui a été piraté dans l'univers ici. Et depuis l'incarnation des soi ici, qui sont un petit peu des... Je sais pas comment expliquer ça, des référentiels divins, depuis ces référentiels divins, c'est reprogrammer les choses. Reprogrammer les choses. Donc justement, le plan morantiel, on va un peu plus regarder en détail comment c'est décrit. Donc Iso, apparemment, une citation qui est tirée de ses écrits, la vie commence dans le plan morantiel, ici il n'y a pas de vie. Ça dépend ce qu'on appelle la vie. Si on remplace par vie, c'est existence divine, soi. L'existence divine commence dans le plan morantiel, et ici il n'y a pas d'existence divine. Oui, on peut voir les choses comme ça. Donc effectivement, c'est un plan qui est systémique et qui est pour ainsi dire le plus élevé. C'est la première zone des mondes de forme, parce qu'au-delà, c'est dans l'incréé. Et quand Iso dit que c'est accessible uniquement après la fusion avec l'esprit, effectivement, c'est-à-dire que je n'irai pas l'esprit, j'irai avec le soi. Et comme la nature du soi, elle est en adéquation avec ce plan morantiel, effectivement, on comprend ce niveau qui est que je vais appeler le niveau de l'intelligence divine. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des formes de sciences infuses. C'est pas de l'omniscience pure, mais c'est de la pseudo-omniscience. Et effectivement, c'est à partir de la 6e initiation qu'on commence à accéder à ça. Donc là, moi, quand je mesure intérieurement où elle en est, je sens que ça se cale à ce niveau-là. Quand je lis ce qu'elle explique, ça confirme ce qu'elle a dit. Mais comme j'en parlais plus tôt dans la vidéo, par rapport au fait qu'elle n'a pas, en tout cas au moment où elle produit la vidéo, elle ne réussit pas à franchir le gardien du seuil qui est en lien avec Samael, elle n'arrive pas à aller ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ce qui est en lien avec la 7e initiation, et comme j'expliquais, c'est le début de la réalisation du soir, c'est là où la fusion commence vraiment, et il y a beaucoup de choses qui changent à partir de ce moment-là. Donc voilà, alors on revient sur ce que je disais sur la vignette précédente. Ne faites absolument pas confiance à ce qui se passe au niveau astral, et croyez pas que vous êtes sorti d'affaire quand vous commencez à toucher le plan morantiel, parce que ce plan morantiel, il est en écho, dans la conscience que j'en ai, avec le point central de cet univers, ce que certains appellent la source, et cette source, c'est l'interface centrale de cet univers dont a pris possession l'instigatrice. Donc finalement, elle a pris, on va dire, si le plan morantiel est un plan de lumière, il y a un soleil au centre de ce plan de lumière, et elle est dans le soleil. Donc, je le répète, hein, souvent, pourtant c'est simple, hein, mais je vois au fil des années, j'ai beau répéter, les personnes ne veulent pas entendre. C'est simple. Ne faites confiance à rien de ce qui est extérieur. Ne faites pas confiance à ce que je dis. Ne me faites pas confiance. Ne faites confiance qu'au soi à l'intérieur de vous. Ne faites pas confiance à ce qu'il y a dans la multidimensionnalité. Les seules choses pures sont le divin à l'intérieur de nous. C'est tout. C'est tout. Et après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes au niveau morantiel, parce que c'est on va dire le plan divin de la matrice originelle. Donc il y a encore des bonnes choses. Mais sans avoir ce discernement qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie au niveau physique, astral, et même au niveau morantiel, si vous n'avez pas cette grille de lecture-là, vous allez vous faire avoir. Donc finalement, ce système corrompu, c'est vraiment un super outil de discernement. Super outil de discernement. On peut se reposer sur rien quasiment. Toujours se remettre en question, toujours réaborder les choses différemment. Je ne sais pas si ça a été fait exprès finalement, mais ce ne sera pas... Dans la mesure où on comprend et qu'on commence à s'en sortir, c'est pas inintéressant. Ouais, donc là c'est un peu ce que je viens d'expliquer, un plan de pure lumière informationnelle, hors matrice, hors astral. Alors ça c'est bien de le préciser. C'est que ce fameux plan morantiel, il fait quand même partie de l'octave. C'est-à-dire que ici, l'octave, à la base c'est 6 plans, la base c'est 6.
Après, il y en a un septième qui est créé. Et après, quand il y a un nouveau plan qui est créé, le plan le plus ancien euh, est retiré, et ainsi de suite. C'est comme si c'était des étages. À chaque fois qu'il y a un nouvel étage qui est créé, l'étage en dessous est créé. Et ça se fait sur 7 niveaux. Et ça évolue. Bon. Pourquoi on parle d'octave? Octave, c'est par rapport à 8, parce qu'il y a un huitième étage qui est vide. Et ce huitième étage qui est vide, dans la conscience que j'en ai, encore une fois, ça n'a pas valeur de vérité, c'est le plan morantiel. Et donc finalement, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'effectivement, c'est en dehors des sept plans, en dehors des 7 mondes, en dehors de la matrice, de ce que dit Iso, donc en dehors de l'astral, euh, c'est l'équivalent de l'incréé dans le créé. Donc c'est le plan dans le monde de forme qui correspond à l'incréé, quelque chose d'assez particulier. Mais ça fait quand même partie de cet univers, ça fait quand même partie de cette octave. Et comme c'est l'univers entier, l'octave entière qui a été comment dire, piratée, qui a été prise sous contrôle, à tous les niveaux, à tous les niveaux, on peut se faire manipuler. On peut se faire manipuler. Donc c'est systémique, non incarné, non égotique, qui ne subit aucun parasitage. C'est là, à mon sens, qu'elle se leurre. C'est là, à mon sens, qu'elle se leurre. Et si elle croit ça, eh ben, ouais, elle va obtenir des informations au niveau morantiel. Et si elle est dans la croyance que tout est pur à ce niveau-là, elle va se faire avoir. Et dans ce que je constate, elle se fait avoir. Elle se fait avoir. Elle se fait avoir. Voilà. Le plan qui est l'origine des esprits, d'où proviennent les éons, les ajusteurs de pensée, les intelligences cosmiques. Certes, oui, d'une certaine façon. Les êtres qui ont été créés dans cet univers, ils viennent de ce niveau-là. Ça, c'est une réalité. Mais voilà. Pour moi, les éons, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est plus ancien que notre univers. C'est-à-dire que les éons, ce sont des grands êtres et ils se projettent dans plusieurs univers à la fois. Et donc ils sont notamment projetés dans cet univers ici pour créer. Ils ont, entre guillemets, leurs équivalents ici. Mais en vérité, je pense que c'est beaucoup plus ancien. Donc c'est pas là qu'ils sont nés. Ils sont nés dans autre chose qui est au-delà de l'univers où on est. Voilà, donc ici, si je prends en fonction du plan morantiel, l'origine des esprits, tous les esprits viennent du plan morantiel avant de s'émaner dans des univers expérientiels. Ici, Iso, elle est en train d'expliquer, elle parle en fait de ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire que c'est en dehors de cet univers. Sauf que ici, quelque part, l'univers dans lequel on est, il est verrouillé. C'est verrouillé. On ne peut pas accéder à ce qu'il y a à l'extérieur. Elle, ce qu'elle appelle ici le plan morantiel, elle confond le plan morantiel avec ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume auquel on n'a plus accès depuis la chute, et l'enjeu c'est de déverrouiller cet univers pour pouvoir réaccéder au royaume, l'équivalent du royaume dans cette octave, c'est le niveau morantiel. Donc c'est ce que j'expliquais, on va dire que les êtres divins sont nés dans le royaume, et l'équivalent du royaume dans notre octave, c'est ce fameux plan morantiel. Donc vous voyez, il y a les aspects archétypaux de fond, il y a les aspects de forme. Au niveau de la forme, c'est notre émotionnel, notre psycho-émotionnel, ça c'est la forme, et le fond, c'est le plan astral, qui est l'équivalent de ça. Et ici, il y a exactement la même chose dans l'octave, c'est-à-dire que le plan morantiel, c'est le niveau de forme, mais c'est un niveau de forme qui correspond au sans forme, c'est un peu étrange. Mais la source dont le plan morantiel est le reflet, c'est ce qu'on appelle le royaume. Et donc lui, le royaume contient l'information parfaite, non falsifiable, tout ça. Donc ça, elle l'a compris. Mais à mon sens, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ici, le plan morantiel, c'est pas le royaume. Le royaume, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Ici, on est dans une octave qui est verrouillée, qui a été fermée, avec quelqu'un qui a pris le contrôle de ça. Et encore là, je fais simple. Hein. Là, je fais vraiment simple. Mais si on veut comprendre comment ça fonctionne, et que ça a été verrouillé, et qu'ici, on fermait l'intérieur d'un truc et on doit le déverrouiller de l'intérieur. Alors ensuite, donc c'est plus ou moins encore une sorte de résumé de ce qu'il y avait avant. Ouais, si je rejette un coup d'œil rapidement,
Voilà, donc ici, après avoir relu rapidement, ce serait des redites de ce qui a déjà été dit avant, parce que grosso modo, euh, quand je dis voilà, ISO a presque tout compris, oui, elle a presque tout compris, c'est juste certaines subtilités importantes qui demandent encore à être comprises, mais euh, ouais, et les subtilités qui changent tout, hein, les subtilités qui changent tout. Euh, Ici, c'est paradoxal parce qu'à un niveau, elle a compris que c'était corrompu, elle comprend que le niveau astral c'est entièrement corrompu, et son approche c'est que le niveau morantiel ça ne l'est pas, alors que dans l'approche que j'ai, ici le monde des formes c'est corrompu, mais pas que, et que le plan morantiel c'est pur, mais pas que. Donc vous voyez, il y a une forme de dualité dans sa façon d'aborder les choses, alors qu'il y a de la nuance dans la mienne. La sortie de la dualité, la conscience du mental duel, c'est quand on finalise la 6e initiation et qu'on passe à la 7e. C'est pour ça que je dis que c'est une étape qui est fondamentale. C'est pour ça que j'ai expliqué que pour certaines raisons, le gardien l'a refoulé. Et que c'est aussi pour ces raisons-là que pour l'instant, elle a une approche qui n'est pas suffisamment nuancée. Et c'est pour ça que plus précédemment dans la vidéo, j'ai bien pris le temps de dire, voilà, il faut vraiment relativiser la conscience qu'on a à un moment donné. Celle que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que j'avais hier, c'est pas celle que j'avais demain, et même il y a 10 ans ou dans 10 ans. Pour ISO, c'est pareil. Et donc voilà, c'est que ne croyez rien, ne croyez rien du tout. C'est évoluer, expérimenter, sans certitude, en vous appuyant juste dans l'instant sur ce que vous réussissez à saisir. En sachant que peut-être dans une semaine, vous allez vous rendre compte que c'était complètement faux, mais c'est pas grave. C'est comme des marches d'escalier, il faut avancer dans l'escalier, et chaque nouvelle marche est une compréhension un peu plus profonde de ce que les marches précédentes semblaient suggérer. Donc ici, c'est encore un peu la même chose. Alors ici, c'est par rapport à Sophia et l'instigatrice. Donc ça, j'en ai un peu parlé précédemment dans la vidéo. C'est que l'instigatrice serait quelque part une descendante de Sophia qui aurait pris le contrôle de la lignée, aurait pris le contrôle de l'interface de cet univers. C'est-à-dire que Sophia, qui correspond à l'être qui s'appelle Mnémosyne dans la mythologie grecque, donc c'est en gros l'entité, l'être qui... Léon ou la projection d'Éon, ça dépend comment on voit les choses, qui gère l'information dans le système, qui gère la mémoire. Et donc, comme c'est en gros le serveur central mémorial qui a été piraté, c'est compliqué. Et donc, depuis ce secteur mémoriel, la matrice dans laquelle on est, une matrice originale à 18 dimensions, elle a été bridée à 12. Voilà, il y a vraiment du bricolage qui a été fait. Et donc ici, il y a encore des choses qui fonctionnent, et après, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc ici, c'est un gros bazar, hein, c'est un gros bazar. C'est beaucoup plus complexe que ce que ISO explique, et c'est beaucoup plus compliqué et en un sens problématique que ce que je peux expliquer ici dans les vidéos. Mais c'est pas parce que c'est très compliqué qu'il n'y a pas de solution. C'est juste que la solution, elle demande beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'amour pour être mise en œuvre. C'est tout. C'est tout. Et donc ici, voilà, sur la vignette, ça raconte un petit peu la création de Yaldabaoth, le fait que les archontes sont des conséquences de la chute. Ici, c'est vraiment une version négative de la matrice originelle. Et donc, avec le Père divin qui est chanté, il y a Yaldabaoth, le démiurge qui prend sa place. Et avec les êtres divins originels qui sont chantés, qui correspondent aux archétypes divins, eh ben, ce sont les archontes qui prennent leur place. Et ensuite, il y a les manifestations du Père divin, comme Jésus, qui sont chantées, et on met à la place des êtres qui vont prendre leur place, comme Lucifer. Donc actuellement, voilà, c'est
comme on dit, le prince de ce monde, avec tous les cultes voilà, c'est Lucifer qui est mis en avant, et Jésus, il est vraiment malmené, quoi. C'est le jour où tous les crucifix seront brûlés, le jour où il n'y aura plus de Christ sur la croix, là on pourra commencer à se dire que l'humain a commencé à comprendre quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une fausse mère divine avec une Vierge Marie qui a l'image de l'instigatrice, d'un côté, qui est rayonnante, tout va bien. Et de l'autre côté, on a un Jésus, un Père divin qui est complètement crucifié. On a tout sous les yeux, hein, on a tout sous les yeux. Et donc, par rapport à la chute, là, dans la colonne d'Isové Sinclair, un peu en dessous de la moitié, Sophia est à l'origine indirecte de la falsification, mais Iso insiste sur sa fonction réparatrice et sur la possibilité de réintégrer Sophia dans le plan divin. Effectivement, parce que Sophia s'est fait avoir par sa descendante, par l'instigatrice, et donc elle a compris le problème, et je pense qu'elle essaie de le résoudre, sauf que c'est compliqué. C'est compliqué. Et ici, ça dépend comment on voit l'instigatrice. Parce que l'instigatrice, c'est soit une descendante de Sophia, soit c'est un conflit qu'a eu Sophia en faisant une erreur. Je n'ai pas encore la réponse absolue par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est une mise en paix qui se fait entre Sophia et l'instigatrice et Sophia, peu importe le rapport qu'elles aient entre elles. C'est une réunification qui est nécessaire. Tout comme avec la chute, il y a une dissociation du masculin et du féminin, il y a une dissociation du créateur et de la création, c'est une dissociation des polarités. Cette dissociation qui donne naissance aux archontes, où les êtres divins se fragmentent en deux, et donc pour chaque être divin originel, il y a deux archontes qui apparaissent, un qui correspond à la version yin de l'être divin, et un qui correspond à la facette yin de l'être divin, et un qui correspond à la facette yang. Donc ici, il y a beaucoup de choses, et elles ont pas été... L'instigatrice n'a pas créé grand-chose, elle n'a quasiment rien créé. Ici, elle a juste fait certaines choses, elle a juste débranché certaines choses, elle a modifié certaines choses, et tout ce que l'on a, c'est les conséquences logiques de la programmation de cet univers, et ça donne ce que ça donne, quoi. Et une fois qu'elle a cette création dévoyée, elle la bricole pour que ça aille dans son sens, quoi. Et c'est ce qu'elle continue de faire. Voilà, donc après, si je ne veux pas aller plus dans le détail par rapport à Yaldabaoth, par rapport aux archontes, comme je le disais précédemment, c'est des choses qui dépassent de très loin ce que la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo ont accès. Le plus important, c'est de vous aimer, de vous comprendre, de voir comment vous faites pirater de l'intérieur au niveau émotionnel et mental, de réaliser le soi. Ça, c'est le plus important. Le reste, c'est un petit peu du folklore. Juste ici, j'en parle pour relativiser ce que Iso amène, en expliquant qu'elle amène des choses justes, mais qu'il y a des choses qui sont à nuancer. C'est juste ça. Toute la vidéo, c'est ça, hein. Grosso modo, Iso a compris. Juste, il y a besoin de nuancer certaines choses, quoi. Donc ici, concernant les archontes... voilà, c'est pareil, là je vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui veulent lire, il y a la vignette, c'est pas le plus important. Ici aussi. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement des princes archontiques, il y a des princesses archontiques également, et que celle que j'appelle l'instigatrice, c'est la reine des archontes. C'est la reine des archontes. C'est-à-dire que Yaldabaoth, c'est son chien de garde, quoi. C'est comme si je la voyais sur un grand trône, et elle tient en laisse une sorte de gros molosse noir, et ce gros molosse noir, c'est Yaldabaoth. C'est celle qui correspond à la Reine des damnés. La Reine des damnés, c'est le nom d'un des livres de Anne Rice, dans le cycle de Lestat le vampire. Et on découvre que c'est cette Reine des damnés qui s'appelle Akasha. Donc Akasha, c'est en référence aux annales akashiques, donc c'est Mnémosyne. En fait, tout est là, c'est juste que tout est là projeté. Dans l'inconscient collectif, un certain nombre de personnes savent ce qui s'est passé. Et c'est moi seulement a posteriori, quand je découvre tout ça, et que je fais, waouh, bah tiens, dans la Gnosia Sophia, waouh,
Anne Rice, elle parle de ça, et que je comprends. Que je comprends. Donc voilà, il y a cette reine des archontes, cette reine des damnés, euh, qui n'est pas Sophia. Qui n'est pas Sophia, c'est un autre être. Qui est associé à Sophia, mais c'est pas Sophia. Voilà, donc là, je vais pas aller plus en détail. Ici, par rapport à Lucifer, il y a certaines informations. C'est juste pour. Ici, c'est vraiment pour, encore une fois, relativiser par rapport à ce que dit Iso. Effectivement, Lucifer s'est opposé à Yaldabaoth, s'est opposé au démiurge. Effectivement, Lucifer, comme il a été créé avec des aspects de lumière volés au Père divin, il avait des bons aspects à l'intérieur de lui. Il a été créé à partir d'un décor d'un décor d'Aphrodite, c'est pour ça qu'il est associé à Vénus. Mais ce n'est pas un être de la lumière, c'est pas un être fondamentalement positif. Il a été créé pour être une alternative à Yaldabaoth. Il a été créé pour être le représentant du bien dans la matrice négative, alors que Yaldabaoth, on va dire Satan, et le démiurge est le représentant du mal. C'est juste un aspect négatif qu'on fait passer comme étant lumineux. Voilà, comme la Vierge Marie, un aspect négatif que l'on fait passer comme étant lumineux. Voilà, donc je fais une petite parallèle avec ma vision dans Marvel, parce que grosso modo Lucifer a été créé de la même façon. Dans le souvenir direct que j'en ai, c'était quelque part c'était le cheval. Lucifer était le cheval de Troie au sein des êtres divins, et c'est notamment par lui que la chute est provoquée. Donc vous voyez ici pourquoi j'ai parlé de l'instigatrice, pourquoi je parle un peu d'Yaldabaoth et de Lucifer. C'est que Iso, elle ne parle pas de l'instigatrice. Pour Iso, Lucifer, ça va. Il y a des choses qui... Pour Iso, le plan morantiel, ça va. Non, c'est pas... Ça aurait été bien que ce soit comme ça, mais non. Alors après, voilà, je sais pas dans quelle tradition elle a été enseignée, parce qu'elle a clairement été enseignée on va dire dans des groupes initiatiques. Je sais pas, voilà, comment son approche elle est aussi teintée de certains enseignements. Elle est présentée, voire elle se présente comme étant un petit peu celle qui vient à la suite de Bernard de Montréal. Mais ça, on va pouvoir voir ça dans des vignettes suivantes. Donc ici c'est pareil, je vais pas plus détailler. Encore une fois, tout ce que je mets n'a pas valeur de vérité, c'est à titre indicatif. C'est surtout fait pour vous faire comprendre, ah bah tiens, tout le monde dit pas la même chose, donc ça veut dire que le sujet n'est pas si clair que ça. Oui, le sujet n'est pas si clair que ça. Ne pensez pas que des gens ont raison, que d'autres ont tort. Ici, c'est d'utiliser ce que j'appelle la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, c'est de voir toutes les possibilités, de faire des recoupements et au fil du temps, au fil de la conscience, de l'amour et des recherches, de voir qu'est-ce qui tend à être plutôt le vrai, la vérité, qu'est-ce qui serait de plus en plus sujet à caution. Voilà, donc là c'est un petit résumé de ce qui était inscrit avant et de ce que j'ai pu nommer. Ouais. Donc voilà, c'est cheval de Troie, Lucifer. Cheval de Troie. Donc ici c'est pareil. Voilà, vous pouvez lire. C'est un petit peu des résumés. Ici la réincarnation, ça fait partie du système initial. C'est juste ici le système de réincarnation il est faussé. On se fait reprogrammer entre chaque vie, à l'image de comment on se fait reprogrammer chaque nuit dans les rêves. C'est pour ça que tant que vous ne réussissez pas à développer une conscience de la trace suffisante, vous n'allez pas pouvoir rester conscient la nuit en rêve, vous allez beaucoup plus vous faire avoir. Nous sommes dans une matrice modifiée, dévoyée. Donc tout ce qui était fonctionnel à la base a été modifié. C'est pareil, le fait de ne pas réussir à se souvenir des vies précédentes,
c'est pas normal. Normalement, on doit pouvoir s'en souvenir beaucoup plus facilement. Mais comme on nous fait des sortes de lavage de cerveau entre chaque vie, eh ben, on a de plus en plus de mal de vie en vie à suivre le fil et les gens ont de plus en plus tendance à se créer des karmas plutôt qu'à les résoudre. Sauf quand on réussit à inverser la tendance. Et donc là, après, voilà. Après, de vie en vie, on tâche de se libérer, ce qui n'est pas simple. Mais c'est pour ça, ici, on est en fin de cycle. C'est quelque chose que l'instigatrice, elle contrôle pas. C'est le moment où, on va dire, dans le système divin, on expérimente dans la matière et après, il y a des réouvertures de conscience pour faire le bilan de ce qui vient de se passer. Si on est dans cette période de bilan, et donc il y a des choses qui se réouvrent, et on doit saisir cette opportunité, cette petite fenêtre qui s'ouvre ici en fin de cycle, pour se libérer, quoi. On va dire que voilà, une fois qu'on est reparti dans un cycle, bon, on fait ce qu'on peut, et en fin de cycle, comme ici, on va dire que la conscience s'y rouvre, on peut faire des choses de façon plus nette pour s'en sortir. Alors, le karma... Ouais, voilà, c'est tout ce que comporte l'âme, que ce soit les vrais... ce qui est vraiment l'expérience qu'on vit ici, et tout ce qui est faussé, ça peut être transmuté, ça peut être sublimé par le soi. Effectivement, Iso explique que les aspects de karma, mais c'est... Comment expliquer ça? Ici, c'est du karma corrompu, quoi. C'est-à-dire que c'est le système archontique qui vient appuyer des aspects négatifs pour amplifier des conceptions et des vécus négatifs. Et ici, se libérer, ne plus croire au karma, c'est ne plus croire en la loi de cause à effet, c'est de ne plus croire au libre arbitre, c'est de ne plus croire en la responsabilité. Et elle dit de ne plus croire dans le système divin. Et là, on va dire que là, c'est un point où on est radicalement en désaccord. Et dans l'expérience que j'en ai depuis plus d'une dizaine d'années, je sais qu'elle se trompe. Donc elle parle souvent du je sais. Oui, elle sait des choses, mais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui ont des éléments concrets pour remettre en question ce savoir, cette sorte de science infuse, on peut douter de la qualité de cette science infuse. Donc c'est l'expérience qui est le plus important, pas l'intuition, l'expérience. Et là, c'est paradoxal. Encore une fois, c'est paradoxal. En me disant, je m'en rends compte, parce que c'est l'expérience qui est le plus important depuis la perspective du soi. Si c'est que de l'expérience pure, on se fait rouler dans la farine ici. Et si c'est que de la conscience pure, eh ben c'est pareil, on peut se faire rouler dans la farine. Donc c'est de recréer l'unité à tout niveau, mais c'est le processus de fusion qui permet ça. Alors ici, c'est concernant la non-polarisation. Donc là, c'est un sujet un peu pointu. Grosso modo, c'est la non-identification et le fait de ne pas polariser les choses en bien ou en mal. C'est une forme de neutralité qui est en lien avec l'incréé, qui est en lien avec le soi. Ici, grosso modo, dans la vignette, tout ce qui est mis, ça résume plus ou moins le sujet. Mais encore une fois, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être des grands sujets de discussion en groupe. Quand je vois comment c'est exprimé par Iso et quand je vois comment un certain nombre de personnes qui suivent ces enseignements ne croient comprendre ce que c'est et qui viennent me reprendre alors qu'ils n'ont pas compris le truc, c'est aussi ça qui fait que les commentaires, la section de commentaires, voilà, c'est même compliqué de discuter. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui croit avoir compris. Il faut que la personne accepte de se remettre en question. Et moi, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai été remis en question, mais voilà, ça fait 20 ans que je me fais remettre en question par des enseignants. Il y a des moments, c'était compliqué, vraiment compliqué, mais je me suis accroché parce que je savais que c'était la seule façon. Faut accepter ça. C'est pas facile, mais il faut passer par ça. Ouais.
Voilà. Et donc ça, voilà, je ne vais pas plus détailler. Voilà, ça va demander des vidéos entières pour brosser le sujet. Mais bon, grosso modo, encore une fois, oui, il y a quelque chose en termes de neutralité à avoir, mais qui est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Donc ici, nous arrivons à la fin de ce cycle de vidéos concernant l'approche de Iso V. Sinclair. Quand je fais le calcul, il m'aura fallu presque 9 mois d'études, de réflexion, de maturation pour produire ces 4 vidéos. Je pense que c'était nécessaire. Ici même, avant de préparer cette fin, j'ai encore pris du temps afin de conclure de façon juste et appropriée, autant que se faire se peut. Voilà, ce ne sera pas parfait, donc je le répète. Ici, tout ce que j'amène, c'est au regard des informations que j'ai pu récupérer auprès des personnes qui m'ont parlé d'Iso V. Sinclair, et surtout, au-delà de moi-même d'avoir lu son blog et regardé certaines vidéos, de m'être servi d'Isobot afin d'explorer un peu plus en détail son enseignement. Donc ici, il y a encore deux vignettes à voir pour terminer ce que j'avais préparé. Mais avant cela, je vais revenir un petit peu sur certaines choses qui me semblent importantes de repréciser. Ici, en premier lieu, avec ce qu'on appelle une lignée d'âme. En fait, un être spirituel, c'est une lignée. Donc l'être spirituel qui correspond à Sophia, sa lignée, c'est tout un ensemble d'êtres. Et quand on dit que Sophia a créé sans son masculin, effectivement c'est vrai, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par Sophia. Et a priori, c'est un aspect de Sophia, pas forcément le plus ancien, donc c'est un aspect de Sophia dans la lignée, un aspect plus jeune que j'appelle l'instigatrice, qui aurait enclenché certaines choses, notamment de créer sans son masculin, potentiellement en utilisant des forces sombres pour pallier à cela, et se créer quelque part un masculin qui soit à son service, Yaldabaoth, et que derrière tout cela, c'est comme une carte du château de cartes qui dévie, et derrière c'est le château de cartes qui s'effondre. Si je parle de cela, c'est pour dire que quand ça s'est produit, ce que j'ai déjà expliqué plus tôt dans la vidéo, avec l'être qui associe à Mnénosine dans la mythologie grecque, quand c'est arrivé, quelque part c'est remonté, parce que ça s'est passé relativement bas dans les dimensions, c'est remonté, et quelque part c'est un élément déviant de la lignée, un peu comme un cancer, un élément déviant de la lignée, qui a mis à mal l'ensemble de la lignée, qui a mis à mal l'ensemble du corps, comme quand une personne a un cancer. Donc ici, d'une certaine façon, c'est Sophia qui a développé un cancer, et elle essaye de guérir son cancer. Et c'est d'autant plus compliqué que sa problématique, encore une fois, il n'y a pas de certitude sur comment ça s'est produit, il y a quand même des indices forts qui vont dans ce sens-là. Et le fait c'est que cet aspect déviant de sa lignée a pris le pouvoir sur l'ensemble de la lignée. Et que donc la Sophia originelle, on va dire ça, la plus ancienne, elle s'est fait avoir par une partie d'elle. Certains diraient par une de ses descendantes, mais c'est pas vraiment une descendante, c'est des vagues de création. Quand les dimensions sont créées, il y a des nouveaux êtres qui sont créés dans chaque nouvelle dimension créée, et c'est les vagues de création. Ils sont dans l'une de ces vagues de création que l'instigatrice a priori a émergé, et que le problème est parti de là, et après c'est répandu dans la multidimensionnalité. Alors si je parle de tout ça, c'est pour en revenir à Iso. Plus j'y réfléchis, plus je vois ce qu'elle amène, plus je vois sa conscience, plus je vois son positionnement, plus ça donne des indicateurs forts selon lesquels elle ferait partie de la lignée de Sophia. Et si elle fait partie de la lignée de Sophia, d'un certain point de vue, elle est Sophia. Et que quand elle communique, quand elle va chercher les informations à l'intérieur d'elle, elle a des informations de Sophia et c'est des informations de première main. Donc à un niveau, c'est elle la mieux placée pour parler de Sophia. Ou c'est l'une des personnes sur Terre les mieux placées pour parler de Sophia.
Et j'ai rencontré une autre de ces personnes qui est très très semblable en termes de capacité de conscience et de caractère avec Iso, il y a une dizaine d'années. Et il y a une problématique qui est forte à ce niveau-là, c'est que c'est un être féminin qui est au cœur de peut-être l'un des plus grands drames cosmiques qu'il y a pu avoir à notre échelle, et que quand on est au centre d'une histoire comme ça, on ne le vit pas bien. On ne le vit pas bien, et ça peut développer un positionnement, des mécanismes de défense qui peuvent être problématiques. Donc quand elle appelle son chien Zoé, Zoé c'est pareil, c'est un aspect de Sophia, quoi. C'est quand on regarde dans les textes, Sophia, Zoé, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Donc quand je tends à identifier Iso à Sophia, à un niveau je pense que je ne me trompe pas, et quand je tends à identifier Iso à Zoé, je pense qu'à un niveau je ne me trompe pas. Mais si je parle de ça, c'est pour dire que tout autant elle est la mieux placée à un niveau pour comprendre ce qui a pu se passer, et en même temps, paradoxalement, elle est peut-être la moins bien placée parce qu'elle a été au cœur de la malversation qui s'est produite. Un être spirituel, c'est une lignée, c'est comme un arbre, et Iso, elle est une feuille sur cet arbre, ou elle est l'émanation d'une branche de cet arbre. Et l'information qu'elle obtient, elle l'obtient de l'arbre. Sauf que si l'arbre, il n'a pas bien compris comment il s'est fait avoir, quand il va expliquer à Iso ce qui s'est passé, ça va être au regard de la compréhension que Sophia a eu du phénomène. Donc ici, le coup d'état, il a été très fin, parce que c'est un être féminin qui est intervenu, qui a considéré qu'elle avait été quelque part brimée. Donc le Père divin a posé des limites, et elle n'a pas accepté ces limites, elle a considéré qu'elle pouvait, qu'elle savait mieux que le Père divin, et elle a enclenché quelque chose pour quelque part prendre le pouvoir de la création. Et pour ce faire, elle a fait chuter celle qui était en haut de sa lignée pour prendre sa place, et derrière a mis en place tout un plan pour stigmatiser les êtres masculins et les rendre responsables de ce qui s'est passé. Et que donc, quelque part, peut-être de ce que Sophia pense être une de ses meilleures alliées, c'est en fait sa pire ennemie. Sa pire ennemie qui montre du doigt les êtres masculins, qui va venir stigmatiser Samael, alors que Samael, ici, c'est un bouc émissaire. C'est clairement un bouc émissaire. Et voilà, c'est d'autres êtres féminins, voire même c'est tout un ensemble d'êtres féminins qui sont ralliés à celle que j'appelle l'instigatrice, et qui donc se sont mis aux côtés de Sophia, et qui ont pris position par rapport à ce qui était en train de se passer, qui est quelque chose de réel, à savoir qu'il y a une prise de pouvoir qui a été faite via le démiurge, via Yaldabaoth, mais au travers d'autres êtres masculins. Donc finalement, c'est les êtres masculins, et par le conflit de la chute, donc une dissociation du masculin et du féminin, il y a des aspects féminins déviants qui sont apparus, des aspects masculins déviants qui sont apparus. Et ce sont ces aspects masculins déviants qui ont été renforcés et qui ont été instrumentalisés pour quelque part verrouiller la matrice à un niveau, la nouvelle matrice qui a été créée. Parce que les masculins, normalement, ils protègent. Donc ils posent des limites. Ici, en version inversée, plutôt que de poser des limites, ça crée des enfermements. Mais la réciproque, elle est vraie au niveau du féminin. Le féminin, c'est un principe d'expansion, avec le masculin qui est là pour poser des limites. Donc le féminin, il expanse, le masculin, il modère. Donc il y a un accélérateur et un frein, finalement. L'accélérateur, c'est le féminin, le frein, c'est le masculin. Et ça fonctionne de concert, et quand il y a cette dissociation, le féminin, il se retrouve sans limite, donc il manque de discernement, et ça va dans du pouvoir, à un niveau dans du no-limite. Et ça, on le voit très bien avec certaines tendances sur la Terre, où il y a des radicalisations, où il y a la fin justifie les moyens, l'approche luciférienne, c'est un peu ce qu'on peut voir aussi en politique à gauche, quoi. En face, c'est des nazis, tout est permis contre eux. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça. Et donc il y a ça qui s'enclenche avec Sophia et a priori Iso, qui sont persuadés que Samael est le démiurge,
et que la problématique, elle est en lien avec une matrice qui est archontique et qui est masculine. Mais en fait, la matrice, elle est archontique, mais elle est autant féminine que masculine, voire même à un niveau, j'aurais tendance à dire, elle est beaucoup plus féminine que masculine, parce que ce sont des êtres féminins qui ont le pouvoir en lieu. Et donc ici, je vais revenir sur Samaël et sur la considération qu'Iso peut avoir de Samaël, de l'assimiler au démiurge. Samaël, c'est la version déchue du protecteur. Le protecteur qui est aussi celui qui est l'instructeur. Donc ici, c'est le fait de préserver. On préserve la création, on préserve aussi la connaissance divine. C'est pour ça que Samaël, parfois on l'appelle le serpent instructeur. C'est pour ça que dans le mythe d'Adam et Ève, celui qui va venir instruire pour la connaissance du bien et du mal, le serpent instructeur, c'est Samaël. Donc il y a quelque chose en lien de la protection et en lien avec l'instruction. Mais en tant qu'archonte, en tant que version déchue, finalement, il intègre un collectif négatif que je vais appeler le prince des ténèbres. Et donc c'est l'un des princes des ténèbres. Et cet archonte, comme les autres archontes, ils sont sous la coupe, quelque part, du super masculin négatif qui a été créé par l'instigatrice, par un aspect de Sophia, qui est Yaldabaoth. Donc finalement, Samaël, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et quand on le désigne en tant que démiurge, il fait partie du prince des ténèbres, donc il fait partie de l'organisation, de l'outil qui contrôle cette matrice archontique, c'est vrai. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que il y a des facettes du protecteur, de l'instructeur, qui ont été récupérées en tant que fils du Père divin, il a été récupéré, et on lui a greffé de force la couronne du Père. Et donc il est devenu malgré lui un porteur de lumière, plutôt du versant positif, porteur de lumière versant positif, un instrument pour que le système continue de fonctionner, à l'instar, à l'image de Lucifer, qui est lui un être négatif et qui lui aussi, on a greffé la lumière du Père divin, et qui lui aussi est devenu un porteur de lumière. Donc sous ce regard-là, effectivement, Samaël, il est lié au protecteur, qui se retrouve à apporter la lumière, qui se retrouve quelque part à devenir le nouveau Père divin, même si le terme n'est pas bon. Donc le désigner comme un démiurge à un niveau, c'est pas si ironique ça. Donc là, tout ce que je dis, c'est pour nuancer et dire que Iso, je comprends pourquoi elle dit ce qu'elle dit, je comprends pourquoi elle pense ce qu'elle pense. Même s'il y a des erreurs, les erreurs sont parfaitement compréhensibles. Mais c'est pas parce qu'elles sont parfaitement compréhensibles qu'elles n'en restent pas des erreurs. Et ici, je vais revenir aussi sur l'expérience qu'elle a eue avec Samaël, le fait de monter dans les plans, d'arriver au 7e plan, et de se retrouver face à lui, et quelque part de ne pas pouvoir aller plus loin et de se faire refouler. Elle l'identifie comme étant le démiurge, comme étant le gardien du seuil, le gardien de la sortie de la matrice, qui l'empêche de sortir. Mais comme j'ai pu le dire, c'est tout autre chose qui se passe ce jour-là. Ces croyances erronées créent un positionnement qui n'est pas sain vis-à-vis de Samaël. Et elle ne comprend pas que quand elle le refoule, Samaël agit comme un miroir d'elle-même. Elle est dans une optique de pouvoir, et donc comme elle est dans une optique de pouvoir et qu'a priori elle n'a pas d'amour pour Samaël, à l'intérieur d'elle-même, elle renforce Samaël. Et quand elle est en face de Samaël, la puissance de Samaël vient de son propre non-amour à elle. Et il y a vraiment une grande clé dans le chemin, donc on parle de fusion, mais la réalisation du saut à la fusion, c'est quelque chose de très profond au niveau de l'amour infini. Et cet amour infini s'applique également aux archontes. J'ai déjà pu le dire, j'ai un amour infini pour le président actuel, et cet amour infini, c'est la même chose pour Yaldabaoth, quand je vois comment il est l'esclave de l'instigatrice. Je ne peux avoir qu'un amour infini pour lui, j'ai un amour infini pour Samaël, j'ai un amour infini pour Iso, j'ai un amour infini pour Sophia. Parce que je comprends ce qui se passe. Et peut-être celle qui me touche le plus, c'est l'instigatrice, parce qu'elle est au centre d'un truc qui est vraiment, vraiment compliqué, avec des conséquences en termes de conscience et sur l'ensemble qui sont incommensurables. Et donc, voilà, c'est... Et que donc, le jour où Iso se retrouve face à Samaël et qu'elle se fait rebooter, elle se fait rebooter parce qu'elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas.
parce que lui, c'est effectivement un gardien du seuil, et à un niveau, même s'il est assombri dans cette matrice, il est encore le gardien du royaume. Et on ne rentre dans le royaume que lorsque notre amour il est infini, même pour les archontes, même pour Yaldabaoth, même pour l'instigatrice. Voilà, et donc Samael a besoin qu'Iso l'aime. Ici, on ne parle pas d'aimer pour ce qu'il est en tant qu'archonte, pour ce qu'il fait en tant qu'archonte, mais de l'aimer en tant qu'être. De l'aimer en comprenant que c'est la facette déchue d'un être de lumière important, et qu'il doit être aimé et honoré à juste titre. Comme tous les êtres, j'ai envie de dire. Mais lui à un niveau de façon particulière, parce qu'il représente quelque chose de particulier. Et que tant qu'on est dans le rejet du masculin, de la matrice archontique, et donc de ce monde ici, on ne peut pas être dans cet amour infini. Et on reste fermé, on reste bloqué. Donc ici, la vignette, donc ça c'est un petit peu ce que Iso amène, le féminin en tant que principe cosmique. Et donc effectivement, le féminin, ici elle parle du féminin primordial, du féminin archétypal, qui est le féminin divin. Et c'est important ici sur Terre actuellement de se souvenir de ce qu'est ce féminin primordial, parce qu'il est très peu présent. Il est très peu présent, surtout des facettes négatives qui sont mises en avant dans le système. Donc retrouver qu'est-ce que c'est vraiment le féminin lumière, c'est pas si simple que ça. La plupart des femmes ne savent pas ce que c'est que le féminin lumière. La très très grande majorité des femmes ne savent pas ce que c'est que le féminin lumière. Et donc ici, effectivement, voilà, quelques caractéristiques associées, l'intuition, capacité de contemplation, l'accueil des semences vibratoires du supramental. Effectivement, il y a un aspect récepteur, tout comme Sophia, elle était un aspect récepteur par rapport à la création de la Terre. Donc ici, Iso parle que le féminin est sacrifié dans la matrice du démiurge, que le féminin a été dévié, inversé, qui est devenu passif, émotionnel et confondu avec la sensibilité déséquilibrée. Ici, elle a raison, mais exactement la même chose s'est produite avec le masculin. Et que donc le masculin a été sacrifié dans la matrice actuelle, qui est la matrice du démiurge, mais qui est en fait la matrice de l'instigatrice. Donc en fait, les deux sont vrais. Et donc il faut faire attention de ne pas juste regarder l'un des versants au détriment de l'autre. Les deux sont vrais. Et donc, effectivement, ici, le féminin, il est bloqué. Ses attributs sont inversés pour les détourner dans les plans psycho-émotionnels. Et une instrumentalisation de la sexualité féminine comme outil d'emprisonnement vibratoire, voilà, avec les abus et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Mais les êtres féminins de lumière que je connais et qui ont morflé comme c'est pas permis, elles ont morflé, elles se font attaquer parce que le plus grand danger pour l'instigatrice, c'est que les êtres de lumière féminins reprennent place. Parce que c'est à ce moment-là que toute la mascarade du féminin négatif, y compris l'instigatrice, y compris la Vierge Marie qui a son image, tout ça s'écroule. Donc les êtres qui sont les plus attaqués dans la matrice actuelle sont les êtres féminins, parce que ce sont les êtres féminins qui sont les plus puissantes et les plus pertinentes pour transformer les choses, parce que la base du problème, c'est un être féminin. Et donc ce sont les êtres féminins qui sont les mieux disposés pour pouvoir résoudre cette problématique. Et donc voilà, ça explique le fait que, voilà, que les êtres féminins sont vraiment ici rabaissés, utilisés, mais comme le dit Iso, aussi porteuse d'une mémoire matricielle qui peut redevenir active dans le chemin de la réintégration. Donc la clé elle est au niveau du féminin. Et donc de ne pas comprendre que le centre du problème, que l'arbre, finalement Sophia c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt c'est l'instigatrice et tout ce qu'elle a fait. Si ça c'est pas pris en compte, eh ben on se fait leurrer, et tout comme Sophia se fait leurrer depuis qu'elle s'est fait piéger. Et donc là c'est important de comprendre que chaque être
à une clé. Moi, ma lignée, c'est la lignée du protecteur. Nous sommes les veilleurs. Nous sommes les gardiens de certaines choses. Et donc Samael, c'est l'archonte associé à ma lignée. Donc je fais partie des êtres les mieux placés pour comprendre ce qui se passe au niveau de Samael. Donc je fais confiance à Iso, je la considère comme l'un des êtres les mieux placés pour comprendre ce qui se passe au niveau de Sophia. J'espère qu'un jour elle me fera confiance et qu'elle comprendra que j'ai les clés à un autre niveau pour lui permettre d'avoir une vision plus complète et plus saine de ce dans quoi on est. Donc ici encore une vignette concernant le féminin. Ici elle développe plus comment réintégrer le principe féminin à l'intérieur de chacun. Donc c'est vrai qu'il y a une facette féminine chez les femmes, il y a aussi une facette féminine chez les hommes. Et donc les hommes doivent apprendre à accueillir et à guérir le féminin lumière à l'intérieur d'eux, mais les femmes ont besoin de faire la même chose, d'accueillir et de guérir le masculin à l'intérieur d'eux, parce qu'elles ont du masculin négatif à l'intérieur, tout comme nous, en tant qu'hommes, on a du féminin négatif à l'intérieur. Et c'est de le remettre en lumière, de remettre ces polarités-là en positif. Donc si elle n'est pas en paix avec son masculin à l'intérieur, quand elle se retrouve face à Samael, elle ne peut rien faire, elle se fait rembarrer, et c'est normal. C'est normal. Et donc ici, il y a une problématique dans ce qu'elle nomme. Bon, la réactivation de l'intuition supramentale, libérée du mental rationnel, il y a un problème. En tout cas, je ne dis pas que c'est Iso qui le dit comme ça, c'est que la transcription qu'en fait Isobot, c'est ça, c'est réactivation de l'intuition supramentale, libérée du mental rationnel. Non, c'est pas libéré, c'est avec le mental rationnel, c'est les deux ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est le yin et le yang, parfaitement ensemble. Le rétablissement de la connexion au centre, là où se tient la mère primordiale. Le rétablissement de l'unité dans le centre que nous sommes, dans notre soi, le soi qui contient toute chose. Là où se tient la mère primordiale, je ne sais pas ce qu'elle appelle la mère primordiale. Je ne sais pas si elle parle de Sophia, donc d'elle, ou si elle parle de l'instigatrice, qui revient plus ou moins à la même chose. Mais comme ces aspects, ils ont été corrompus, et qu'ils éclipsent aussi le Père divin et son féminin, il y a quelque chose que je déconseillerais de se positionner comme ça. Oui, le féminin lumière, le divin, depuis votre soi à l'intérieur, oui, aucun souci, mais pas quelque chose qu'on va appeler la mère primordiale. Non, rien d'extérieur. Ça passe par la guérison des blessures de l'âme, souvent liées à la polarité féminine réprimée. Oui, ça c'est indéniable. L'unification intérieure du masculin et du féminin comme condition d'accès à une troisième trinité. Donc ça, voilà. Ça, c'est OK. Encore une fois, tout ce cycle de vidéos, c'est pour dire que, globalement, Iso, qui jusqu'à preuve du contraire est l'un des êtres de lumière féminins les plus anciens, associé à la lignée de Sophia, que je reconnais comme une sœur, oui, elle a presque tout compris. Presque. Mais elle peut pas comprendre plus en avant si elle ne s'associe pas avec d'autres êtres comme elle, notamment des êtres masculins, qui vont venir réussir à nuancer ce qu'elle amène. Et donc ici, tout dans la matrice archontique est fait pour contrôler les êtres de lumière les plus anciens, qu'on appelle les êtres premiers. Tout est fait pour les contrôler et pour les induire en erreur, afin qu'ils ne libèrent pas les choses. Afin que aussi ils entraînent à leur suite d'autres êtres qu'ils vont induire en erreur pour que ça reste verrouillé. Donc ici, je ne vais pas plus détailler par rapport à ce qui est noté. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va passer sur quelque chose, un concept qui a été évoqué par Iso, c'est ce qu'elle appelle le grand monarque. Et ce sera les dernières vignettes. Ici, il y a 2 vignettes concernant le grand monarque. Ici, une vignette concernant son approche, une vignette qui concerne la mienne. Parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et qu'il convient de préciser. Donc avec Iso, on est d'accord pour dire que le grand monarque, c'est pas un sauveur collectif extérieur. Parce qu'il y a des prophéties, voilà, le grand monarque à la fin des temps.
voilà, quelqu'un qui va venir sur son grand cheval blanc, blablabla. Non. C'est en lien avec une sauvegarde vibratoire, une sauvegarde divine, euh, comment dire, qui reste présente pour garder un axe divin dans cette matrice qui a été dévoyée. Effectivement, il ne peut agir que dans la discrétion, hors des projections publiques et des influences archontiques. Et donc, ça j'en parle dans la vignette suivante, ça correspond aux lignées du Père divin, à des êtres très spécifiques de la lignée du Père divin. Le féminin du Père divin a été vraiment, vraiment, vraiment très, très attaqué et abîmé par l'instigatrice, donc elle fait ce qu'elle peut. Et donc c'est plutôt le Père divin qui reste ce pilier, discrètement, parce qu'on voit que quand il n'est pas discret, quand il se manifeste par exemple en Jésus, il se fait atomiser directement. Donc maintenant il le fait de façon cachée, il le fait de façon discrète. Il sera ici, tous ces êtres particuliers de la lumière du Père divin ne seront jamais connus publiquement, jamais. Il y aura toujours d'autres personnes qui seront un peu moins discrètes comme moi, où on viendra amener des choses. Donc ici, elle explique le grand monarque est porteur du rayon morantiel, incarné dans un corps biologique humain. Alors c'est quoi ce rayon morantiel? Qu'est-ce qu'il émane? Si c'est la source de l'instigatrice qu'il émane, comme on va le voir après, vaut mieux rester vigilant. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, ne faites confiance à rien qui est extérieur à vous, à rien du tout. Même à l'intérieur de nous, parfois c'est compliqué. Donc c'est votre soi et rien d'autre. Et rien d'autre. Une caractéristique du Père divin, c'est juste que son soi, il est extraordinairement ancien et raffiné, et que donc ce qu'il présente est d'une qualité, voilà, qui est pour ainsi dire inégalée. Elle explique qu'il existe une lignée spécifique, notamment québécoise depuis 1969, avec une alternance homme-femme. Et là, on arrive sur quelque chose qui est central dans le pourquoi il y a cette vignette-là. Lignée spécifique, notamment québécoise depuis 1969, elle parle de Bernard de Montréal, avec une alternance homme-femme, et j'ai bien peur que l'alternance homme-femme, c'est qu'elle parle d'elle. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle dirait ça. Et si ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire, elle a fait une erreur, parce que tout porte à penser à cela. Donc, lignée du grand monarque, cette lignée agit au-dessus des archontes et des kumaras, gardant une autorité vibratoire connectée à la supraconscience. Oui, par rapport au Père divin, c'est le cas. N'est pas à confondre avec Jésus, et pourtant Jésus est l'une des manifestations du Père divin. Melchizedek, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Le Nazaréen, bon, qu'on identifie à Jésus, donc là c'est pareil, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond ces choses-là. Il est identifié extérieurement, et pourtant, dans la forme, il y a des êtres humains qui le manifestent. C'est indéniable. Sa mission, maintenir un écho vibratoire intact, non gouverné ou sauvé collectivement. Oui, c'est une sauvegarde qui est émanée au niveau collectif, à l'intérieur de nous, donc c'est à l'intérieur de nous qu'on peut retrouver cela, mais parfois ça demande d'être guidé, accompagné, aidé pour retrouver cela à l'intérieur de nous. Donc comme je le disais précédemment, le grand monarque est relié au Père divin, et incarne un axe stable au sein d'une matrice falsifiée, plusieurs manifestations simultanées. Il n'y a pas un porteur unique, même si on a un a priori qui est le pivot. C'est le cas de toutes les lignées. Une lignée féminine spécifique, portant la vibration de la mère divine originelle, plusieurs incarnations simultanées, mais tellement, le mot qui me vient c'est ravagé, hein, c'est l'instigatrice, elle l'a chopé, elle l'a démoli, elle lui a volé son centre, elle lui a volé sa lumière, bref. Voilà, et ensemble, ces lignées incarnent le principe du couple divin, le couple primordial, l'harmonie parfaite entre le masculin et le féminin. Et donc c'est unissant et réactivant le masculin divin, le père, et le féminin divin, la mère, à travers un réseau d'êtres incarnés vivant sur Terre. Mais ça, c'est à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur de chacun.
C'est le tout. Kurt Cobain disait le tout dans le tout et tout ce que nous sommes. On ne peut pas le dire mieux. Donc effectivement, le rôle n'est pas de gouverner extérieurement, mais d'assurer une cohérence vibratoire, de maintenir un repère intérieur pour ceux qui cheminent vers la réintégration du soi. Et donc si je reviens sur la vignette précédente où il est question de Bernard de Montréal, Bernard de Montréal, il est, jusqu'à preuve du contraire, il a été notamment un personnage public qui était vraiment presque sous les projecteurs. Donc sa discrétion, elle est plutôt relative. Et surtout, il ne fait pas de la partie de la lignée du Père divin. Comme je dis, de toute façon, il reste caché. Et Bernard de Montréal, il correspond à une lignée négative qui est quand même intéressante, même si elle peut être très problématique. Et c'est la lignée de celui que j'appelle le maître des forges. Et a priori, qu'on peut assimiler à Ahriman. Donc une forme de complémentaire au niveau des archétypes masculins avec Lucifer. Lucifer qui va être beaucoup plus pulsionnel, plus vers le bas du corps dans le rouge, plus dans le plexus, dans une forme de charisme, le panache, voilà, côté très, très extraverti. Et Ahriman, c'est vraiment un profil qui est vraiment froid, qui est vraiment rationnel, avec un aspect de pouvoir qui est positionné autrement. Et le maître des forges, lui, il a été créé par l'instigatrice à partir des aspects négatifs de plusieurs êtres de lumière masculins anciens. Donc c'est une sorte d'amalgame masculin. Et lui, il porte en lui, c'est un peu l'enfer pavé de bonnes intentions, lui, il veut en tant qu'être masculin rétablir l'équilibre dans la création. Sauf qu'il le fait en tant qu'en être masculin négatif. Et que donc ce sont des aspects de pouvoir qui le dirigent, et derrière c'est l'instigatrice qui la contrôle. Et donc on va avoir des personnages qui sont phares au niveau de l'histoire du monde, qui sont sur cette lignée-là. C'était le cas de Mitterrand, de Chirac, c'est le cas de Macron, c'est le cas d'autres hommes politiques notables en France, qui peuvent sembler de prime abord du côté du bien, mais en fait ils sont dans ce... Ils veulent le pouvoir pour eux, quoi. C'est un peu particulier. Donc il y en a au niveau politique, mais on en trouve aussi au niveau spirituel. Donc je ne vais pas nommer ces incarnations qui sont très connues en France et qui sont très connues publiquement. Mais par contre, Bernard de Montréal, bon voilà, lui il est décédé. Il en faisait partie et il n'est pas le seul. Et donc c'est des êtres où il faut vraiment faire attention, parce qu'à la fois, effectivement, à un niveau, ce sont des maîtres spirituels au niveau du négatif de très très haut niveau, peut-être même le plus haut niveau, et que donc ils ont accès à des informations, une conscience et compréhension qui sont extraordinaires, mais qui sont dévoyées. Et que si on n'est pas positionné au niveau de la lumière divine originelle, et que on fait partie des aspects déviés qui sont nés post-chute, ce sont les guides parfaits post-chute. Et tous ceux qui sont nés post-chute vont dire « bah non, ce qu'il dit est parfait ». Oui, ce qu'il dit est parfait dans la matrice luciférienne, ça c'est indéniable. Mais c'est pas comme ça que ça se passait au niveau de la matrice divine avant la chute. Et que donc c'est très très important d'avoir du discernement. Un exemple que je donne souvent, c'est Jean de Dieu, qui était un célèbre guérisseur en Amérique du Sud. Les gens venaient du monde entier pour le voir, le faiseur de miracles, voilà, qui a explosé en plein vol, abus sexuels et ainsi de suite. Parce qu'il arrive à un moment, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont les aspects de pouvoir eux, et s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, et qui ne requièrent pas l'aide d'êtres de lumière pour les aider à s'équilibrer, ils vont forcément dévier, quoi, forcément dévier. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. Cheminez, progressez, comprenez qu'est-ce que c'est que
que le fait d'avoir un réveil spirituel, de comprendre que le divin existe. Comprenez et éprouvez qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel, c'est-à-dire le basculement. Le basculement. Sur la chaîne Patreon, j'en ai parlé avec quelques-uns qui ont vécu le basculement, notamment l'année dernière. Il y en a au moins un qui est d'accord pour venir témoigner. Le basculement, c'est quelque chose, hein. Faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et lui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, Stéphane, tu m'en as parlé pendant des années, maintenant que je l'ai vécu, je tombe des nues, je comprends ce que c'est, et maintenant je comprends pourquoi tu me disais tout ce que tu me disais. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel, et pour ceux qui ont déjà vécu le basculement, la réalisation du soi, c'est encore autre chose. La fusion, c'est encore autre chose. Cette résurrection de la 7e initiation, c'est comme la 5e. Faut le vivre, faut le voir pour le croire. Et voilà, moi je le souhaite à tout le monde, particulièrement à Iso, parce qu'elle n'est pas loin, et que quand elle réussira à se présenter face à Samuel avec tout son amour, il va la laisser passer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo à venir sera justement sur la continuité concernant Patreon et les groupes qui vont être organisés, les groupes d'enseignement qui vont être organisés ici à partir de cette année. Mais voilà, ça j'en dirai plus dans la prochaine vidéo. Voilà, merci pour votre attention, je vous dis à bientôt.